Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une et en voici les titres. Amnesty International se prépare à présenter un nouveau rapport sur les violences faites aux femmes en Égypte pour l'organisation internationale. Le président Abdel Fattah al-Sisi prend ses fonctions en Égypte alors que le pays traverse la pire crise des droits humains de toute son histoire moderne. Nous allons finir cette émission par du football, un point d'étape sur ce week-end de quart de finale de la Coupe du Monde du Brésil. Le temps de parler des prestations des équipes, entre autres d'Amérique latine, et du retour en grâce des Bleus dans le cœur de leurs supporters. Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième partie. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, à ma droite, Marc Owen, une première, notre grand présentateur de l'antenne anglophone. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et une nouvelle fois avec nous aussi, en direct du Caire, notre correspondante Sonia Dredi. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais donc commencer avec vous. La violence faite aux femmes et les violences faites aux femmes en Égypte ont toujours préoccupé les différentes organisations internationales des droits de l'homme. Et comme je le disais en titre, cette année, Amnesty International s'apprête à nouveau à publier donc un rapport sur le sujet. C'est un sujet que vous connaissez très très bien, Sonia. Donc j'ai envie tout d'abord de vous dire, est-ce que il s'agit aujourd'hui d'un phénomène nouveau en Égypte ou est-ce que cette révolution ou ces révolutions ont fait un effet de loupe quelque part pour réorienter un peu le regard là-dessus? Oui, puisque le harcèlement sexuel n'est pas un phénomène nouveau en Égypte. La révolution de 2011 l'a mis en lumière. Le phénomène a été très médiatisé, mais cela fait des dizaines d'années que les femmes égyptiennes sont harcelées quotidiennement, verbalement et physiquement, dans la rue, dans les transports. Et puis il y a eu des agressions sexuelles collectives dans les stades avant qu'elles ne se déroulent place Tahrir. Alors plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Il y a tout d'abord on a assisté dans les années 70 à une réislamisation de la société, notamment parce que des travailleurs égyptiens sont revenus des pays du Golfe où donc ils s'étaient expatriés pour travailler. Ils sont revenus en Égypte acquis aux idées wahhabites et donc la vision de la femme est devenue de plus en plus conservatrice. Il y a également la frustration sexuelle qui s'est renforcée ces dernières années, notamment avec la hausse du chômage et la situation économique qui s'est détériorée puisque les jeunes hommes ont de plus en plus de mal à trouver un travail et donc un logement. Et dans cette société conservatrice, pas de logement égale pas de mariage égale pas de relations sexuelles. Donc il y a une énorme frustration. Et puis des activistes féministes me disaient également qu'avec la détérioration, l'effondrement de l'État à plusieurs niveaux, eh bien, les hommes ont de plus en plus déversé leur colère sur les femmes, souvent considérées comme des citoyens de seconde zone. Ouais. Et les agressions sont devenues de plus en plus violentes. Donc vraiment, on assiste à un cocktail explosif, sans compter que sur la place Tahrir, il y a aussi des voyous, parfois sous l'emprise de la drogue. Et ces dernières années, la culture de l'impunité et la loi de silence n'ont pas permis de mettre fin à ce fléau. Alors, Sonia, justement, Amnesty avait déjà sorti un rapport sur, justement, ces violences faites aux femmes sur la place Tahrir. Vous-même, vous avez vécu une expérience, vous avez été agressée, vous avez échappé au pire grâce après à l'intervention de votre collègue anglophone qui vous a quelque part un peu sauvé. C'est une manière, ces agressions sont devenues une manière de museler les femmes dans ce pays. Mais j'ai envie de vous demander, comment est-ce que le régime réagit à tout ça, que ce soit sous Moubarak, à l'époque Morsi ou aujourd'hui Abdel Fattah al-Sisi? Eh bien déjà, sous l'époque de Moubarak, le harcèlement sexuel était utilisé pour dissuader les femmes d'aller manifester. Il y a même des femmes journalistes qui ont été victimes de harcèlement de la part de la police. Sous Morsi, il y a eu de nombreuses agressions sexuelles, notamment lors des manifestations contre la Constitution, à l'époque rédigée par une majorité d'islamistes. L'une des victimes de viol en décembre 2012 sur la place Tahrir, Yasmine El-Baramawi, me disait être convaincue que les islamistes étaient derrière son attaque, qu'ils voulaient dissuader les gens d'aller manifester et donc pour cela il s'attaquait aux femmes. Et puis quand l'armée était au pouvoir, que ce soit juste avant Morsi ou après le 3 juillet 2013, eh bien le harcèlement n'a pas diminué, au contraire surtout le harcèlement venant de la part des autorités, de la police et des militaires. Il y a de plus en plus de témoignages de femmes, de manifestantes arrêtées qui ont subi le harcèlement physique de la part de policiers, des
jeunes étudiantes qui avaient été arrêtées m'avaient dit être agressées même en prison. Donc il y a vraiment, au contraire, il n'a pas diminué, il ne fait qu'augmenter. Alors une dernière chose peut-être, Sonia. Régime. Oui, pardon, je vous coupe. Une dernière chose, le 5 juin dernier, le président intérimaire, qui est Adli Mansour, avait approuvé une série d'amendements au code pénal pour sanctionner le harcèlement sexuel, quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas nommé dans la loi. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou est-ce qu'on est aujourd'hui dans un phénomène qui dépasse les textes et les lois ? Oui, c'est une loi historique puisque le harcèlement sexuel, le terme n'existait pas avant dans le code pénal. Donc c'est vraiment une évolution. Mais il faut maintenant que cette loi soit appliquée. Le problème, c'est que souvent la police, les juges ne prennent pas au sérieux les plaintes des victimes. D'ailleurs, beaucoup n'osent pas aller porter plainte parce qu'elles savent que les affaires vont être classées ou elles sont même parfois victimes du harcèlement de la police. Alors on a vu un changement avec le président El-Sisi qui a déclaré vouloir lutter contre le harcèlement sexuel. Il a rendu visite à une victime d'agression sexuelle, place Tahrir, peu après qu'il ait été élu. Mais on va voir si ce n'est pas juste un coup de com', si vraiment les nouvelles autorités vont se donner les moyens de combattre le fléau. Merci beaucoup, Sonia Dredi, d'avoir été avec nous en direct du Caire. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer donc, pour finir, à du football, du sport. Donc, ce week-end ont lieu des matchs de quart de finale de la Coupe du Monde de football donc, qui se tient au Brésil. Les demi-finales auront lieu les mardis 8 et mercredi 9. Enfin, la finale, ça sera le 13 juillet. Notre sportif en chef pour en parler, c'est Marc Owen. Bonjour. Bonjour. Alors, Marc, on ne va pas pronostiquer sur les quarts de finale qui ont lieu en ce moment pendant qu'on est en train d'enregistrer et tout ce week-end, mais on a quand même envie d'en dire un mot. Alors, on a le Brésil face à la Colombie, on a la France face à l'Allemagne, les Pays-Bas face au Costa Rica, l'Argentine face à la Belgique. Il y a 4 pays d'Amérique latine parmi les 8 qui passent en finale. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui du sport et du football, surtout sur cette partie du globe? C'est-à-dire que là-bas, ils sont complètement passionnés par le sport. On a vu dans nos reportages, il y a des gens qui font de l'autostop pour y aller de la Colombie au Brésil, comme ça, c'est pas facile, mais ils font ça pour regarder les matchs. Aussi, on peut dire que, oui, au niveau d'ambiance, au niveau de temps, de climat, c'est quoi? C'est mieux pour les Américains latines et tout ça, ça marche mieux pour eux, on peut dire ça. Mais quand même, je crois que les sportifs au niveau maintenant, ils font beaucoup de choses pour être bien préparés, pour être dans le bon état pour jouer dans n'importe quelle situation. Donc, je crois que c'est moins important. Je crois qu'ils ont toujours eu un jeu très adapté au tournoi les Sud-Américains. C'est chez eux, on peut dire ça. Et voilà, il y a quelque chose à prouver, à montrer à tout le monde qu'on peut être présent. Quand même, on a des Européens quand même. On n'a jamais eu une équipe européenne qui a gagné la Coupe du Monde dans leur continent. Donc peut-être ça va être la première fois. Surtout si on pense que la finale se passe avant la fête de la Bastille. Donc, quel bon moment pour la France à gagner. Hein. Alors, en attendant que la France puisse gagner, en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'ils ont déjà gagné quelque part? Parce qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, donc l'entraîneur de l'équipe, a réussi à faire oublier ce qui était appelé un peu l'incident du bus de Naïsna. C'était à l'époque quand les joueurs avaient fait grève, c'était la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud, qui avait un peu une rupture entre le public, les téléspectateurs et les gens qui suivent le foot et leur équipe nationale. Aujourd'hui, on regarde quelque part un retour en grâce vraiment dans le cœur des supporters. Aziz, vous avez tout à fait raison, comme d'habitude. Merci beaucoup. Naïsna, c'était un épisode honteux pour le foot, et pas seulement pour la France, parce que c'était quelque chose qui a démontré à tout le monde que voilà un groupe d'enfants gâtés qui n'ont pas compris ce qu'ils ont au niveau de pouvoir pour montrer aux gens comment se comporter, comment se faire les choses et comment être un bon citoyen et un bon footballeur, c'est ça. Donc ça c'était difficile à gérer. Beaucoup d'ego, mal géré par un entraîneur qui était à côté de la plaque, qui était un peu trop détaché. Donc on a Didier Deschamps, maintenant quelqu'un qui a eu un parcours en tant que joueur. Qui est le champion du monde lui-même, formidable, oui, mais c'était quelqu'un de très très dur. Quelqu'un qui jouait au milieu de terrain, qui était un vrai mais qui était capitaine d'équipe d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, mais c'était un vrai patron. Oui. Et c'est ce qui manquait en 2010 en Afrique du Sud. Moi, j'étais là-bas et c'était honteux complètement. Mais avec Deschamps, je crois que c'est quelqu'un qui sait mieux gérer les égos. Et il y a des grands égos parmi les footballeurs, bien sûr. Ils touchent des sommes énormes. Ils ont des aspects de sponsoring qui sont incroyables. Donc, ils ont beaucoup de choses. Et
parfois... Bah déjà, on voit des joueurs qui sourient un peu à leurs supporters, qui vont aller les voir, les rencontrer. Et avant, on se rappelle tout le temps avec des casques sur la tête en train d'écouter de la musique. Mais ça c'est un aspect d'esprit d'équipe, de corps, d'esprit de clocher un petit peu, pour utiliser une phrase qui est assez... Oui, c'est ça. Ils jouent ensemble. On parle maintenant, on a Patrice Evra qui était là en 2010, qui était un peu en colère, qui était un peu séparé. Maintenant, il est là. Il parle de quoi? D'un groupe de frères. Et ça, c'est un grand changement. Alors, on a parlé d'Amérique latine tout à l'heure, on va monter un peu plus au nord, c'est les Américains tout court. Il y a eu un grand engouement d'ailleurs dans le pays. Alors, le pays voudrait recevoir la Coupe du Monde en 2026, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ils ont eu quand même une bonne prestation, même s'ils ont été éliminés en 8e. Mais enfin, ils sont quand même arrivés avec un bon jeu jusqu'au 8e. C'est une surprise pour vous ou pas forcément? C'est quand même le pays du baseball et du football américain. Mais Oui, mais moi, quand j'avais 18 ans, j'avais la possibilité d'aller là-bas en tant que joueur. J'étais un joueur d'un certain niveau en Angleterre et on m'a proposé d'y aller. Donc j'ai un certain regard, un certain aperçu de ce qui se passe là-bas. J'ai vu aussi certains joueurs professionnels américains qui se sont installés en Angleterre, par exemple, qui ont très bien joué, qui ont fait carrière, qui sont bien regardés. Donc on voit beaucoup plus de stars, pas forcément en retraite, qui vont là-bas, qui ont la trentaine et ils ont quelques bonnes saisons à venir. Ils vont là-bas pour jouer. Donc je crois que c'est beaucoup plus compétitif et avec ce regard américain qui est plus sérieux, qui est plus ciblé, pour moi, on peut voir peut-être une équipe américaine nationale qui va gagner le Coupe du Monde pas la prochaine fois, mais après, ils vont vraiment concurrencer, je crois. Je ne suis pas du tout surpris par ce que j'ai vu. D'accord. Alors, pour finir, peut-être un pronostic Coupe du Monde. Quel serait le champion? Aziz, qu'est-ce que vous voulez au moins? Aziz, ce que je veux que tout le monde est balayé. On peut réinstaller les Anglais et on peut gagner. Mais ça ne va pas arriver, bien sûr. De faire revenir les Anglais. Et mes pronostics, ils ont été tous cette fois à côté de la plaque. D'accord. Mais moi, un seul. Okay. On n'a plus beaucoup de temps. Un seul. J'espère qu'on voit la France en finale. Très bien. Mais pour que vous puissiez bien fêter le 14 juillet. Mais je crois que les Néerlandais, ils ont une bonne possibilité de gagner. Mais à suivre. On est au Brésil quand même. Eh bien, à suivre alors. Peut-être. Et c'est une très bonne équipe. Ça nous fait 3 équipes en tout cas. Merci beaucoup, Marc. Vous pouvez mettre quoi? Vous pouvez mettre 5 € sur les Pays-Bas. Voilà. 5 € sur les Pays-Bas, parfait. Merci beaucoup, Marc, pour ce pronostic. Je te les donne, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, même endroit. Et en attendant, n'oubliez pas, l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.